Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, l'heure est aux derniers ajustements en vue de la tenue du dialogue national. Très attendu dans le pays, le chef du gouvernement s'acquitte des dernières consultations. Les représentants des régions du pays plaident notamment pour une décentralisation effective. Ouverture ce mardi 24 septembre du deuxième dialogue sur la mise en œuvre du programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, les représentants du continent ont discuté des solutions afin d'accélérer la réalisation des infrastructures sur le continent. Et puis, polémique autour de la cérémonie de Best FIFA 2019 qui s'est tenue ce lundi 23 septembre. Ce cru 2019 récompensant les acteurs et actrices du football mondial est très critiqué cette année. Le traitement réservé au Sénégalais Sadio Mané et à l'Égyptien Mohamed Salah est particulièrement dénoncé. Dernière ligne droite des consultations au prélude à la tenue du dialogue national au Cameroun. Ce lundi 23 septembre, le Premier ministre s'est entretenu avec les représentants des régions du pays. Au sortir des discussions, les propositions formulées étaient notamment orientées vers la mise en place effective de la décentralisation. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le processus amorcé dans les consultations en prélude au grand dialogue national se poursuit dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Ce 23 septembre 2019, ce sont les représentants des régions qui sont venus porter leurs propositions pour une sortie de crise. L'élite de la région de l'Est, engagée dans ces démarches, appelle au respect des clauses de la Constitution de 1996 en mettant en place l'État unitaire décentralisé. Selon cette dernière, c'est l'unique passerelle pour un retour à la paix. Que le gouvernement mettre l'État unitaire décentralisé complètement en place. Le problème revient à la régionalisation et que cela se passe. Qu'on donne l'autonomie prévue aux régions, les moyens prévus aux régions et le moins d'encadrement administratif possible. S'agissant de la mise en application de la décentralisation, les voix sont unanimes et les propositions sont orientées vers l'autonomisation des régions. Les observateurs de la région du Sud, présents à la table des consultations, décrivent le retard dans la mise en application de cette mesure pourtant annoncée par le chef de l'État. Trouver des solutions pour trouver des voies et moyens de permettre aux populations du Nord-Sud-Est de vaquer normalement à leurs occupations. Vous savez, aujourd'hui on en reçoit, toutes les régions du pays en reçoivent. On en reçoit également à Mohamed Salah. Pour nous, la réponse a été clairement indiquée depuis par le chef de l'État, c'est la décentralisation. Et ce que nous déplorons simplement, c'est son processus un peu lent. Nous avons l'impression que les autres acteurs ne suivent pas le rythme que le chef de l'État a pourtant tracé depuis pour permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Dans son discours d'investiture le 6 novembre 2018, le président de la République, Paul Biya, avait annoncé l'accélération du processus de décentralisation en cours. Objectif, élargir le champ des compétences des collectivités décentralisées afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Dans une vidéo publiée ce 22 septembre, le président guinéen Alpha Condé a appelé les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections, renforçant encore plus les convictions de l'opposition quant à sa volonté de briguer un troisième mandat, malgré l'obstacle constitutionnel qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Le président guinéen, en fonction depuis 2010, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats. Par ailleurs, il a mandaté début septembre son premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour qu'il organise de larges consultations portant en particulier sur la Constitution. Ces consultations, qui doivent en principe s'achever ce mercredi 25 septembre, ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est ouverte ce mardi 24 septembre à New York, aux États-Unis, pour la 74e session de ce grand rassemblement annuel. 136 chefs d'État sont présents pour s'exprimer et échanger avec leurs homologues du monde entier. Alors que les tensions géopolitiques ou économiques s'aggravent dans certaines régions et que l'urgence climatique est plus que jamais au cœur des débats, des dirigeants comme le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi exhortent les pays membres à réaffirmer leur engagement en faveur d'une coopération internationale efficace. On l'écoute. Our gathering this year comes at a time when the magnitude of all the challenges facing our world is increasing. It is thus imperative
that we all engage in an in-depth discussion. Notre rassemblement cette année se fait à une période où tous les défis auxquels notre monde est confronté sont de plus en plus importants. Il est impératif que nous engagions une discussion approfondie sur les perspectives d'avancement de nos travaux sous l'égide de l'ONU, tout en défendant les nobles valeurs de notre organisation. Cet objectif peut être atteint en réaffirmant notre engagement en faveur d'une coopération internationale efficace, du respect mutuel et de la promotion de la culture de la paix. En tant que président en exercice de l'Union africaine et avec le concours de mes pairs africains, nous travaillons pour des réponses africaines aux problèmes africains. Vous êtes certainement tous conscients des nombreuses réussites de la mise en œuvre du principe de la prise en main nationale, soutenu par un rôle actif de l'Afrique, qui a notamment abouti à la conclusion d'un accord de paix en Centrafrique, ainsi qu'à la formulation d'une vision commune entre les différentes parties au Soudan pour gérer la phase de transition dans ce pays. Et je voudrais ici soutenir la suppression du nom du Soudan, des États qui parrainent le terrorisme, afin de reconnaître les efforts de l'État et de lui permettre de relever les défis économiques auxquels il est confronté, en lui permettant d'interagir avec des organisations économiques internationales, dans le but de répondre aux ambitions de son peuple et de lui permettre de retrouver la place qu'il mérite dans la famille internationale. Le gouvernement ghanéen a annoncé que la police avait déjoué un coup d'État présumé vendredi 20 septembre grâce à l'arrestation de 3 personnes soupçonnées d'avoir amassé des bombes improvisées, des armes et du matériel informatique dans un complot visant la présidence. Le ministère de l'Information a déclaré que les hommes avaient été arrêtés après 15 mois de surveillance au cours desquels ils avaient tenté de se procurer des armes auprès du personnel militaire et d'obtenir un financement dans le but de prendre les rênes du gouvernement. Selon le ministère, l'un des suspects avait contacté un certain nombre de militaires en service au sujet du complot. Le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, s'est ouvert ce mardi 24 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale. La première phase du PIDA s'achève en 2020. Le PIDA, c'est 51 projets lancés depuis 2012 dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'eau et des TIC. Jusqu'au 26 septembre, il sera question pour les représentants des États africains présents à cette rencontre de trouver des solutions afin d'accélérer la réalisation des infrastructures sur le continent. Fanny Mounichi, notre correspondante à Malabo, nous fait le point. L'heure est à un premier bilan pour le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Malabo accueille depuis ce 24 septembre le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA, programme qui ambitionne de combler le retard du continent en infrastructures. Le PIDA, dont la première phase s'achève en 2021. Nous devons également reconnaître cependant que la contribution de nos partenaires de développement sur le PIDA et le développement des infrastructures en général ne sera jamais suffisante pour éliminer notre déficit en infrastructures si nous-mêmes nous nous attelons pas à la tâche qui est à savoir de développer nos priorités, mais surtout nos priorités continentales. Le PIDA a été formulé par l'Union africaine en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et l'agence du NEPAD. Un programme qui comprend une 50aine de projets considérés comme prioritaires. 4 secteurs sont concernés, l'eau, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, mais également les transports, secteurs aux multiples attentes. Nous attendons énormément sur les questions de mobilité, sur les questions de digitalisation des transports publics, sur les questions de corridors intelligents qui vont faciliter tout ce qui est commerce inter-État. Nous souhaiterions que la dimension mobilité urbaine soit vraiment considérée par le projet PAP2. Le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA se poursuit jusqu'au 26 septembre. Il sera notamment question du processus de développement de la seconde phase du programme, dont le lancement est prévu pour janvier 2021. Le terrorisme a longtemps échappé aux mécanismes juridiques nationaux et particulièrement ceux des pays du bassin du lac Tchad. Avec des attaques terroristes répétées dans cette sous-région, les pays membres de la commission du bassin du lac Tchad entendent renforcer les capacités des systèmes judiciaires pour lutter efficacement contre le groupe terroriste Boko Haram tout en respectant les droits de l'homme. Les précisions de Nelly Bessa.
Si la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad a baissé en intensité au cours des dernières années, la justice pénale dans cette sous-région a encore du mal à faire prévaloir ses spécificités et ses modes d'action pour une parfaite maîtrise de ce phénomène. Face à ces défis structurels, une réflexion est menée au Cameroun sur le rôle du système judiciaire dans la lutte contre Boko Haram, à l'intention des magistrats et officiers de police judiciaire des États membres. Le terrorisme est une menace globale. Il faut des réponses globales. Nous avons pensé que ce que nous faisons déjà au Cameroun, c'est une bonne chose. Ce que les autres font au Tchad, au Nigeria, n'est-ce pas, au Niger, c'est bien. Mais c'est encore mieux si tous ces pays peuvent se mettre ensemble. Les magistrats, les officiers de police judiciaire qui, dans la réponse judiciaire au terrorisme, sont en première ligne. S'ils peuvent se mettre ensemble pour mutualiser justement leurs expériences et sortir de là avec des orientations communes qui peuvent rendre plus efficaces les interventions de pays de la région, ce serait une très bonne chose. Dans la lutte contre Boko Haram, les experts judiciaires des affaires de terrorisme notent des avancées dans la judiciarisation des preuves obtenues de manière non conventionnelle dans la sous-région, mais ils soulignent par la même occasion des défis structurels importants. Des points qu'il faut améliorer, notamment il faut donc prendre en compte la question des mineurs qui en l'état actuel du droit positif tchadien n'est pas prise en compte. Donc le mineur, tout comme le majeur, pris dans un cas donc de terrorisme, encourt la peine capitale. Et donc il faut revoir parce que le mineur, qu'il ait commis une infraction ou qu'il soit victime, il doit toujours être donc protégé. Dans ce contexte, la justice des mineurs, précisément, pour les affaires de terrorisme, occupera encore une place importante dans la justice pénale des pays des bassins du lac Tchad au cours des années à venir. Une baisse prochaine du coût de l'électricité au Sénégal a été encore confirmée par le gouvernement. Le pays s'inscrit dans un plan global de développement et d'amélioration de la couverture d'énergie sur le territoire national, une manière d'assurer à tous les Sénégalais l'accès à l'électricité de manière continue. Philomentine. Le Sénégal affirme de plus en plus sa volonté de généraliser l'accès à l'électricité. Le pays, qui pourtant quelques années auparavant faisait face à un déficit énergétique caractérisé par des délestages quotidiens, est entré dans une nouvelle ère. Il y a d'importantes découvertes de gaz qui ont été faites au Sénégal à partir de l'année 2014 et on voudrait utiliser une partie de ce gaz naturel pour la production d'électricité. Et il y a un double objectif, c'est de baisser les coûts de production en transformant déjà des centrales qui fonctionnent avec des produits pétroliers, notamment le fioul, en les transformant au gaz, mais aussi en mettant en place de nouvelles unités de production d'électricité à partir du gaz. Selon un récent classement de la Banque mondiale, le Sénégal est aujourd'hui le 14e pays en termes de taux d'accès à l'électricité en Afrique, le 3e en Afrique de l'Ouest, derrière le Cap-Vert et le Ghana. Le pays mise désormais sur le plan stratégique de la Sénélec à l'horizon 2020, baptisé Yessal. L'électricité est actuellement vitale. Aucun secteur ne peut se développer sans l'électricité. Et à cet effet, effectivement, il y a des projets et programmes qu'on est en train de dérouler qui devraient nous permettre à terme, d'ici 2025, de faire en sorte que toute la population rurale ait accès à l'électricité. Le Sénégal expérimente la génération d'électricité à base de gaz naturel liquéfié GNL. Dès octobre 2019, un navire turc de production d'électricité devrait y produire 235 MW. Dans l'actualité également, suite au drame survenu ce mardi matin à la maternité de l'hôpital mère-enfant de la wilaya d'El Doued en Algérie, où 8 nouveau-nés ont péri dans un incendie, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mohamed Miraoui a ordonné ce mardi 24 septembre la suspension à titre conservatoire du directeur de la Santé et de la Population de la wilaya d'El Doued ainsi que du directeur de l'hôpital mère-enfant. En outre, l'équipe médicale de garde a également été suspendue à titre conservatoire en attendant les résultats définitifs de l'enquête.
La cérémonie du Best FIFA 2019 a vu la consécration du joueur argentin du FC Barcelone, Lionel Messi. L'absence du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah du podium pour le titre de joueur de l'année remis par la FIFA avait déjà suscité la polémique avant la cérémonie. Le fait que les deux joueurs de Liverpool ne figurent pas dans l'équipe type de la saison révélée ce 23 septembre 2019 à Milan a provoqué la colère de nombreux amateurs et spécialistes du foot africain, notamment d'aucuns parlent d'une discrimination évidente des joueurs africains. Marcel Farba Maroun. The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mané, but he's not here. Connu pour son franc-parler, l'ancien attaquant camerounais Samuel Eto'o a lancé la première pique avant la cérémonie pour le titre de Best FIFA 2019. Alors que les trois nominés suscitaient déjà la polémique, la plus grosse surprise aura été l'absence du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah de l'équipe type de la FIFA version 2019. Le meilleur joueur du monde de cette année a donc été choisi et c'est l'Argentin Lionel Messi qui remporte la palme. Beaucoup d'entre vous nous questionnent sur la composition du World 11. Plus de 23 000 footballeurs professionnels dans 68 pays ont voté pour ce prix. Co-meilleur buteur de la Première Ligue à l'issue de la saison 2018-2019 avec 22 réalisations et vainqueur de la Ligue des Champions, les deux meilleurs joueurs africains ont connu une saison flamboyante, même si l'Égyptien n'a pas eu la même réussite que lors de la saison précédente. Quant à Sadio Mané, il a réussi à atteindre la finale de la CAN 2019 avec le Sénégal, battu 1-0 par l'Algérie. Le club de Liverpool a pourtant bien répondu présent dans le 11 type de la FIFA. Quand on voit Nathan Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière? Pas grand-chose, ni en termes de performance, ni en termes de titres. Sinon, le titre de champion de France. Donc, oui, ça questionne. D'autant plus que comparé à Salah et à Sadio Mané a été quand même vice-champion d'Afrique. Ça pose des problèmes par rapport au choix du 11 type. Les critères de sélection pour les joueurs de l'année sont les performances sportives ainsi que la conduite sur et hors du terrain. Les votes sont décidés par les représentants des médias, les entraîneurs des équipes nationales et les capitaines d'équipes nationales. L'occasion de découvrir que Lionel Messi, lui, avait désigné Sadio Mané footballeur de l'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.